Comment ça va? Ouais, ça va bien? Cool. Moi, ça va. Je suis un peu stressé, hein, je vous avouerai. Merci à tous en tout cas d'être ici. Merci également au Jug de m'accueillir. Je vais vous parler d'un sujet que je suis de près là depuis plus de 2 ans. Les signal en bon français. Je vais rester sur signal parce que je pense que sinon je vais l'écorcher un peu de trop. Et en quoi c'est la nouvelle norme finalement des frameworks web aujourd'hui. Donc du front. Donc s'il y en a qui font du back et qui se disent ah bah zut, vous pouvez encore partir, je pense. En tout cas, voilà, on y go là-dessus. Euh, Juste avant ça, je me présente brièvement. Moi, c'est Damien. Je dev depuis 10 ans maintenant. Ça va commencer à faire quelques cheveux blancs en plus. Je m'intéresse à tout type de langage, de stack, de framework, mais surtout au JavaScript. Hein, vous le verrez sur cette slide, puisqu'on peut à peu près tout faire en JavaScript, du back, du front. Et c'est un écosystème, encore une fois, qui évolue constamment. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a toujours de nouvelles choses à apprendre. Ce qui fait que c'est une stack plutôt cool. Je rentre dans le vif du sujet avec les frameworks front. Donc vous le savez, aujourd'hui, ils nous permettent de construire des interfaces utilisateurs. Cool. De manière plus explicite, ils nous permettent de manipuler le DOM, en fait, les éléments HTML, en synchronisant tout type de données, que ce soit des données primitives ou des données plus complexes, donc des objets, des tableaux d'objets. Et surtout, ils nous permettent de réagir en temps réel aux événements, aux interactions utilisateurs. Finalement, un framework web, c'est un environnement contemporain, pour pas dire moderne, pour nous, développeurs, donc une meilleure DX, avec des fonctionnalités clés en main, telles que la réactivité. Et on est en 2024, il y a tout un tas de frameworks. Je l'ai dit précédemment, JavaScript, c'est un écosystème qui évolue constamment. Donc il y a beaucoup de... On a le choix quand on s'y met en 2024. Il y a 10 ans, on parlait encore d'Angular, JS, vers son âme. Ember ou Meteor, aujourd'hui on va être sur du Svelte, Solid, Quick, finalement tout un tas de frameworks qui ont quelque chose en commun. Ce sont des systèmes réactifs, donc des modèles de proc qui opèrent le changement de leur dépendance de manière automatique en fonction du changement d'état. Les changements d'état, c'est les variables, les valeurs, les données qui vivent en fait tout au long du cycle de vie de notre application. Si je rends ça un peu plus concret, au niveau des frameworks, quand on parle d'état, on parle de composants. En Angular, on déclare un état quand on est dans le scope du composant. Voilà, tout simplement, un état racine. Et tout ce qui va découler de cet état-là vont être considérés comme état dérivé. Donc là, on le voit avec le get. Au niveau de React, on a le hook useState qui nous permet de déclarer un état racine. Et encore une fois, toutes les variables qui vont découler de cet état vont être considérées comme état dérivé. Ça, c'est les choses que vous savez, je pense tous. Et en view, donc on va avoir un état racine dans le scope de fonction data, ici. Et de la même manière, toute variable qui utilise cet état racine vont être considérées comme état dérivé. Cool, ça on le sait. Quand on construit une application, finalement, passer l'état de composant en composant, ça a quelques limitations. Si on fait par exemple une application, alors comme j'ai schématisé ici, je vois pas trop, mais avec un header, un footer, un main, peut-être une barre latérale et d'autres composants. Au début, on a une stack à peu près comme ça, donc ça c'est assez utopique, hein, c'est cool. On a tout notre état et nos données localisées dans un seul et même composant. On passe ces données-là au travers des props d'autres composants pour les réutiliser à plus bas niveau, donc dans les composants enfants. Ça c'est une vision assez utopique, puisque finalement on se retrouve avec quelque chose de comme ça. Donc j'en ai pas rajouté parce que sinon ça fait un peu trop dans la slide. Mais finalement on doit jongler entre des états root, des états locaux, donc qui sont vraiment localisés dans nos composants à plus bas niveau. Dès lors où cet état, où les propriétés du composant changent, on va re-rendre l'ensemble des composants qui en dépendent. Bref, c'est pas très performant, beaucoup de re-rendus. Au niveau de la détection du changement, que ce soit en Angular ou en React ou en Vue ou autre, on va galérer à détecter le changement et à l'opérer. Pour autant, c'est plutôt simple de passer l'état de propriété en propriété au travers des composants. La problématique autour de ça, c'est comment on va faire pour maintenir la cohérence de l'état d'un système réactif, donc dans une application at scale, grandissante, tout en étant compétitif. Et compétitif, j'entends performante, donc avec le moindre rendu possible, et maintenable. Parce qu'on le sait tous, les applications, j'espère pour vous, on va la penser quand même pérenne, de sorte à pouvoir la maintenir. Et je pense dans la salle, il y a pas mal de Presta également, on change vite de prestataire. Ça serait cool quand même de pouvoir continuer à maintenir nos applications qu'on construit tout au long du temps.
Pour pallier à ça, on a les flux de données unidirectionnels qui sont une première piste à cette résolution, donc au travers des streams, les observables, au travers de RxJS par exemple. Et on a aussi le pattern du state management, donc là où on va commencer à utiliser un store pour localiser notre état et la passer à nos composants. Là, je pense par exemple à Redux, Vuex, pour ceux qui ont connu. Je pourrais en citer d'autres, c'est déjà pas mal, hein, je pense. Redux, tout le monde connaît. C'est un peu mieux. Si on repart du schéma qu'on avait tout à l'heure, plutôt que passer par un composant intermédiaire pour passer l'état, on va finalement passer par un concept de contexte. Donc on va s'abonner à ce contexte-là pour récupérer nos données et les passer aux composants dont on a besoin. Pour autant, à l'échelle, ça ressemble plutôt à ça. Et c'est limite pire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va devoir jongler entre des composants qui vont puiser dans plusieurs contextes, parce qu'on se dit, tiens, cool, je sais faire en fait du composant par contexte, pourquoi je ne ferais pas plusieurs contextes? Donc là, on perd notre source de données, notre source de vérité des données. C'est dommage, on l'avait récupéré. On va aussi avoir des états locaux des composants qui vont être passés dans les props. Encore trop de re-rendu. Donc, encore une fois, de la complexité au niveau de la maintenance applicative. Pour autant, un peu plus performant, puisque ces librairies-là bénéficient en général de mise en cache. Donc, si elles sont là, c'est pour une bonne raison. Mais ce n'est pas forcément plus simple. Si je prends l'exemple de Redux, on doit dispatcher une action au store pour mettre à jour le rendu. C'est des concepts qui sont difficiles à appréhender dans un premier cas. Et c'est là que j'introduis les signals. Ça y est, le talk commence, on peut recommencer depuis le début. Le signals, c'est par définition une interface qui encapsule une valeur et qui va déclencher des changements dès lors où cette valeur change. Donc il faut voir ça à peu près comme un objet qui, lorsqu'on accède à cette valeur-là au travers d'un get, on va traquer la dépendance, on va ajouter en fait la dépendance à un tableau de ceux qui l'utilisent, donc typiquement nos composants. Et quand on va le mettre à jour, on va récupérer ce tableau de dépendance et on va notifier du fait qu'il y a eu un changement. On ne va pas forcément donner la valeur, mais on va notifier du fait qu'il y a le changement. Ce concept-là, il a déjà utilisé par le passé, hein, donc il y a 10 ans, c'est pour ça que le talk s'intitule « Nouvelle ». C'est pas vraiment nouveau finalement, c'est juste qu'on le reprend aujourd'hui du fait de l'évolution des standards JavaScript et aussi des navigateurs. Donc utilisé par Knockout par le passé au travers des observables pour déclarer un état racine et au travers des pure computes pour tout ce qui est état dérivé. Et donc 10 ans plus tard, les réactivités des frameworks qu'on connaît se sont mises à muter, à changer. Je pense notamment à Vue, qui abandonne progressivement la manière de détecter le changement au travers d'un virtual DOM. Donc il n'y a plus besoin de faire une différence entre un premier rendu et un deuxième rendu de composants pour opérer la différence. Là, on va avoir des impacts directement dans le DOM, puisqu'encore une fois, donc là dans Vue, c'est les refs, mais ce qu'on va implémenter connaît ses dépendances. Donc on n'a plus besoin de faire une phase de diffing. Là, on va vraiment parler de signals au travers de Solid, puisque ce concept-là fait partie intégrante du framework. En septembre 2022, on a Preact qui embrasse la cause des signals en changeant son modèle de réactivité également. Il fournit aussi une librairie pour l'implémenter dans React. Donc là, je vous l'invite vraiment à l'utiliser. C'est simple et ça marche plutôt bien. Et également, si vous l'utilisez dans d'autres frameworks, on a Preact Signal Core qui permet de l'utiliser dans Vue, dans Svelte et dans d'autres frameworks, Astro par exemple. Et en mai 2023, Angular, à son tour, embrasse la cause des signals au travers des writable et des compute signals. La promesse derrière ces signals, en fait, ces états qui connaissent ces dépendances, c'est qu'on n'a plus besoin d'un modèle réactif. Donc, je l'ai précédemment dit, on n'a plus besoin d'un virtual DOM pour calculer la différence entre avant et après. On va avoir vraiment une variable purement réactive qui connaît ses dépendances et qui est capable de notifier dès lors où il y a un changement. Donc si je reprends le schéma qu'on avait à peu près tout à l'heure, donc ça ressemble à peu près à ce qu'on avait dans un contexte. Il faut imaginer vraiment un endroit où on va exporter nos signals, donc nos variables réactives, et où on va les injecter au travers d'un import assez classique dans notre composant. À l'échelle, ça ressemble plutôt à ça, donc ça reste assez utopique, puis ça reste un schéma aussi, hein, donc je vous invite à l'utiliser. Si on va encore plus loin, imaginons qu'on passe ce signals dans un composant au travers des props, mais qu'on ne l'utilise pas et qu'on va seulement demander la valeur, accéder à cette valeur dans un composant enfant, le composant intermédiaire ne sera pas rendu. Il ne sera pas recalculé, il n'y aura pas de changement en tout cas à ce niveau-là. Signals bénéficie également d'évaluation paresseuse, donc c'est dès lors où on va vraiment accéder à cette valeur, donc comme je le disais là, où on va calculer, donc créer une phase de changement et de mise en cache. Donc, ce qui nous permet de cibler plus efficacement l'UI. Donc plus efficace, plus performant et extrêmement simple. On n'a pas d'action qui dispatche au store, on va avoir un get, un set, fin.
et ces get-set sont assez implicites. Hein. De manière plus concrète, c'est déjà tout bleu, c'est rigolo. De manière plus concrète, signals, pour ceux qui sont habitués à React, là on a un code, un pseudocode d'ailleurs au passage, pseudocode solide, donc on retrouve un composant en solide, qui déclare un getters, une variable réactive, je vais y arriver, au travers de la fonction createSignals. Donc on va avoir un getters d'un côté et un setter de l'autre. Le getters, il faut bien le prendre comme un getter, c'est-à-dire que ce n'est pas la valeur, il faut vraiment l'interroger, avec comme une fonction assez standard en JS, pour accéder à cette valeur. Tout ce qui en découle au travers de createMemo vont être considérés comme états dérivés, et puis explicitement vont être mis en cache. Ce qui fait que là, par exemple, si on se retrouve dans un contexte React, si on mettait à jour notre état ici, on aurait un re-rendu du composant. Un calcul, qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était après, et on applique le changement. Avec les signals, imaginons que ça passe de 2 à 4 ou à 22 ou à 44, j'en sais rien, peu importe. Cette variable-là va être calculée. Celle-ci également, puisque counter change. Celle-là, pour autant, elle ne va pas bouger. Et le composant ne sera pas re-rendu. En Preact, on récupère à peu près la même syntaxe qu'on avait sur Solid, mais on peut en plus sortir du composant. Et là, ça commence à ouvrir un champ des possibles. C'est-à-dire que je vois tout de suite la possibilité de créer un store au travers d'un simple fichier qui pourrait exporter mes signals, que j'importerai dans mon composant, et j'aurais plus besoin de dépendre de ma vue de rendu de mon composant pour porter cet état. Et en Angular, on récupère à peu près les mêmes concepts qu'on avait dans Preact, donc c'est-à-dire qu'on peut sortir du composant pour déclarer un état purement réactif au travers des writable signals et des computes. Donc je vous ai montré l'autre possibilité en commentaire. Tous ces travaux-là qui ont eu lieu depuis quelques années, depuis à peu près 2020, là, dans Vue, dans Angular, dans Preact, Solid, je pense à d'autres frameworks que je ne cite pas là, par exemple Ember qui a changé sa manière d'opérer le changement, son modèle réactif, ont donné lieu à une proposition de standardisation qui est Proposal Signals, donc un polyfill dans un premier temps, qui a pour vocation demain à rentrer dans les standards ECMAScript. Moi, j'attends que ça, je vous avouerai. Pour autant, on a encore un peu de temps devant nous. Et le concept est très très simple. Tout à l'heure, je vous disais, pas de concept difficile. On a un signal qui nous permet de déclarer un état root, un état racine, également des états dérivés. Un set pour le mettre à jour. Le set, on se souvient, on va notifier de la mise à jour à ceux qui dépendent de cet état racine. Et un get pour récupérer, accéder à cette valeur-là. Et donc implicitement, commencer à traquer le fait qu'on va avoir besoin d'être mis à jour sur cette valeur. Donc là, si je change ici, pour l'exemple, tac, ça réagit plutôt bien. Et pas de possibilité de setter potentiellement un quelconque état dérivé. Ça serait trop facile. Je vous invite à essayer d'utiliser ça, c'est plutôt cool. Ce qu'il faut retenir au travers de ces signals et au travers de ces concepts finalement de variables réactives, c'est qu'on va avoir quelque chose de simple, donc avec un accès direct à la valeur. On n'a plus de modèle réactif, enfin, on oublie les modèles traditionnels pour opérer le changement de phase de diffing, donc d'avant, d'après, pour se concentrer que sur une valeur qui bouge au fur et à mesure du temps et qui notifie ces changements à ceux qui en dépendent. On a un gain de performance puisque, comme je le disais tout à l'heure, les signaux sont paresseux, donc ils vont être calculés qu'à partir du moment où on accède directement à la valeur, et des procédés de mise en cache. Je le démontrais tout à l'heure avec Svelte, avec Solid. Si la variable ne change pas, on n'a pas de re-rendu de cette variable-là, on n'a pas de changement. Simplicité, oui, puisqu'on va commencer à séparer les responsabilités. On n'a plus besoin d'avoir une quelconque difficulté d'architecture au travers d'une action qui doit être dispatchée à un store pour rendre le composant. Là, on a un get, un set, d'ailleurs complètement décorrélé du composant, puisqu'on l'a vu avec Preact et avec Angular, on peut sortir de ce scope-là. Donc pas d'architecture complexe. Pour autant, et c'est ce que je présentais avec Proposal Signals, il va falloir être patient. On a peu de bases de code sur lequel s'appuyer pour le moment, vu que c'est quelque chose qui date de 2024 en fait. Donc il va falloir qu'on essaie tous. Donc je vous invite à le mettre sur vos projets, peut-être en prod, ou pas. Mais voilà, il va falloir être patient pour avoir en tout cas un copilote qui marche et qui nous dit « Ouais, c'est comme ça qu'on utilise une variable réactive juste en mettant un petit commentaire. » C'est pas pour aujourd'hui.
Le Signals, c'est une nouvelle manière de faire, vont également casser les codes. Et si je prends un exemple concret, en Angular, on a besoin, si on veut par exemple partager de la donnée, on va injecter un service, on va s'y abonner dans nos composants et on va accéder à cette valeur-là. Oubliez le service, hein. Pensez simplement à un fichier dans lequel vous déclarez des signals, que vous exportez, que vous importez dans votre composant. Vous les setez, vous les gettez d'un côté, ça va marcher. Donc vraiment, ce côté casser les codes, faut s'y mettre. Mais c'est assez déroutant dans un premier temps. Et soyez patient. Si on se base sur les travaux de Decorator, du groupe ECMAScript, du TC39 également, ils en sont à l'étape 3 sur 4, ça fait 6 ans que ça dure. Là, je vous l'ai dit, on n'est qu'à la première année, donc pour avoir des nouveaux standards JavaScript, c'est pas pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin sur les signals, donc il y a le Watcher de signals qui nous permet d'interfacer le composant comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais pour le framework. Donc on va vraiment rentrer dans tout ce qui est effect des frameworks. Signals et la proposal de Polyfill tout à l'heure partent du principe que l'effect, c'est quelque chose qui appartient au framework, et donc ils n'ont pas vocation à récupérer ça de leur côté. Ils restent sur vraiment un état racine, un état dérivé, avec un getter, un setter. Il y a des actions des travaux qui sont en œuvre actuellement pour standardiser ou en tout cas travailler autour de les états dérivés asynchrones. Donc tout ce qui va être un état qui va arriver un peu plus tard. Genre vous arrivez dans votre composant, vous avez besoin de fetcher de la donnée, ça arrive plus tard. Ce concept-là, il commence à se standardiser autour de ce qu'ils appellent le relais. Je vous invite à regarder ce que c'est en détail. Ça va ressembler à par exemple ce qu'on a avec du TanStack comme du useQuery ou avec Solid sur du create_resource. Et le but derrière cette proposition, c'est de pouvoir être complètement interopérable vis-à-vis des frameworks. Demain, vous allez garder votre logique métier, votre code, vos algorithmes, et vous allez pouvoir passer d'un framework à l'autre sans vous soucier de la vue de rendu. Donc c'est l'idée. Et c'est la fin. Merci à tous de m'avoir écouté. Comme les autres talks et ceux que vous allez voir par la suite, j'ai un petit QR code qui permet de donner à peu près votre avis sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Je vous invite vraiment à essayer Signals. C'est des concepts qui sont déjà dans certains frameworks, qui fonctionnent très très bien et qui rendent le dev de plus en plus simple à maintenir. Donc merci encore.